Bon, tu voulais que je t'assiste alors? Oh bah oui. Tu es vice-président chargé de la communication, donc tu vas communiquer. On va être plus nombreux. Oui, ça c'est comme au théâtre. Tu peux jouer que s'il y a plus de monde dans la salle que sur scène. Ça nous est arrivé une fois avec Nicole. On était au théâtre Rap, j'avais téléphoné, j'avais dit il n'y a pas de problème de... Non, non monsieur, on est arrivé là-bas, on était 2 et ils étaient 8 sur scène. Heureusement, il y avait une classe qui arrivait, sans ça on était reparti, on était venu à Paris pour rien. Heureusement qu'on ne fait pas la butte de Satori. Oui, parce que là... Bien, bon ben, bonjour, c'est le 8 juillet 198e année de la naissance de Gabriel Ranvier. Donc, comme d'habitude, on fait ce rendez-vous mémoriel. C'est poser la question, effectivement, avec la canicule, de tenir ou non ce rendez-vous. Comme, disons, la commune, c'est déjà pas simple de se rappeler ce qu'elle était, j'ai tenu à ce que ce mouvement, ce moment de mémoire subsiste. Donc, je demandais à la mairie de Bourgie de nous préparer une salle. D'habitude, c'est à la maison des jeunes qui est prise. Alors, je remercie donc la mairie de Bourgie, et son élu, qui fait partie de Saligny-Vif, parce que Saligny-Vif avait 2 écoles, une mairie, etc. Et c'est la loi de, combien tu m'as dit tout à l'heure 2019. 2019 qui voulait qu'on soit rassemblés. Donc il y a la Verdine, Saligny-le-Vif qui sont rattachés à Bourgie. Donc j'ai accepté que cette réunion se fasse ici, dans cette salle. Donc merci. De rien, de rien. Tu transmettras. Pas de souci, j'ai transmis aussi aux élus. Monsieur le maire de Bourgie m'a envoyé du conseil général une note comme quoi il n'arrivait pas à déchiffrer l'invitation. Donc j'en ai refait, réimprimé une que j'ai donnée au secrétariat de mairie hier matin. Bon, il m'avait dit je te retéléphonerai, j'ai pas eu de coup de fil. Alors, pour relier avec Gabriel Ranvier, le thème de cette année nationale, c'est la commune et les services publics. On a déjà eu la presse, on a eu l'éducation. Cette année, les services publics. Sujet extrêmement riche, que nous avons déjà traité à Vierzon et à Bourges, au tiers-lieu, etc. Et j'ai dit, pourquoi pas le faire ici. Alors, c'est posé effectivement le problème de la présence des amis de la commune, déjà eux. Beaucoup ont dit, on est en vacances, 2, c'est la canicule. Et il y en a qui m'ont dit, non, on ne peut pas. D'autres avaient d'autres obligations. Notre ami Evenot est un concours de tango dans la région de Toulouse. Bon, donc peut-être qu'il va attraper une slé en dansant le tango. Bon, donc il ne peut pas. Nos amis de l'Indre, beaucoup ont des problèmes de santé. Nos amis de la Châtre auraient dû venir et étaient inscrits pour aujourd'hui. Bon, j'espère qu'il n'y a pas eu de problème. Vous dites qu'ici il y a des travaux, etc. Les rues barrées, oui. Ça pose problème.
Oui, c'est vrai qu'en plus, il y a la réfection de la route qui fait va à Vore. Bourges-Néronde, à Vore, tout au moins à Vore-Néronde, qui peut compliquer aussi. J'ai dit en dernier moment, bon ben, c'est vrai que pour des élus, je comprends qu'on invite, l'invitation arrive un peu tard, mais j'ai dit dans le cas de deuil ou de l'événement extraordinaire, quand il y a un deuil, les gens arrivent à se mobiliser en plusieurs jours. Donc j'ai dit, essayons d'avoir la même attitude pour être là. Au niveau de la santé, je rappelle aussi que notre ami Roger Coulon, d'après les derniers renseignements que j'ai eus de sa famille, c'est ces derniers moments. J'ai demandé à son fils de me joindre, mais pour l'instant, je n'ai pas de nouvelles. Alors, donc, j'ai orienté cet exposé sur les services publics je crois que voilà nos amis de la Charente. On connaît la voiture. 30 secondes. On a un rendez-vous à 11h à Bougie. Oui. On va faire en sorte que... On va faire. Il faut le raccourcir, Michel. Hein. Ouais. La conférence est sur les services publics, on n'a encore rien dit. À la moitié. Bon, on a 25 minutes. Hein. Oui, à condition de se je disais donc, pour les services publics, de la naissance à la mort, ce qui est un peu aussi le rôle des élus communaux, quelle que soit la taille de leur commune, et puis face aux éléments, l'air, l'eau, le feu, la terre. On s'aperçoit que l'eau, c'est un élément qui est aussi de circonstance, le feu aussi, alors que la commune a organisé effectivement un service de pompiers à l'époque, etc. Ce qui fait que cet éclairage des services publics de la naissance à la mort, les 4 éléments, l'air, l'eau, le feu et la terre, a séduit notre présidente d'honneur, Claudine Rey, qui a dit « Ah bah oui, bon sang, mais c'est bien sûr, le rôle d'un élu, c'est ça. » Voilà. Donc, j'avais préparé. On a aussi, alors, au niveau des documents, mes sources, c'est le dictionnaire de la commune, où Bernard Noël a traité du sujet les services publics, et comme dans tout dictionnaire, renvoie pour services publics à bibliothèque, musée, poste, santé publique, subsistance. J'ai pris également l'ouvrage coordonné par Michel Cordillo, la commune de Paris, dans lequel il y a plusieurs articles sur les services publics, et je m'en suis inspiré pour ce qu'on avait fait à Bourges. Et puis, je rappelle que les amis de la commune ont fait un livret, une brochure, les services publics sous la commune, avec voir comment étaient organisés les services publics, s'il y en avait, avant le 18 mars, et donc c'est voir la situation sous l'Empire, la situation du gouvernement de la République, et puis effectivement tous les progrès engendrés par la commune. Et je me suis servi aussi d'un ouvrage qui est complètement épuisé, d'André Dahotel, Le Christ de Belleville. Gabriel Ranvier appelait Le Christ de Belleville. Et à l'époque, le patrimoine belgicien avait fait une note de lecture
de la part de Michel Renoux, conseiller général maire de Baugy, qui était d'ailleurs très favorable à ce texte de Gabriel Ranvier, blanquiste, franc-maçon, communard, maire du 20e arrondissement, mais qu'on appelait le Christ de Belleville. Donc j'ai dit, ça serait intéressant de voir ce qui est donné à propos des services publics par Gabriel Ranvier. Je vous en parlerai. J'ai également, en vue du discours, rappelé que les amis de la commune ont fait campagne pour la proposition de résolution pour la Constitution, rendre justice aux victimes de la répression de la Commune de Paris de 1871. Ça, c'était un premier texte élaboré en 2013 et qui a vu le jour en une résolution de 9 novembre 2017 où on dit, avec par exemple l'appui du syndicat de la magistrature, rendre justice aux victimes de la répression, et cela tourne effectivement autour de Gabriel Ranvier, qui a été accusé à tort d'avoir incendié l'hôtel de ville. Bien sûr, il y a eu l'incendie de l'hôtel de ville, mais ce n'est pas lui le responsable, qui a été accusé à tort du massacre de la rue Axo. Et là, nous avons des exposés d'historiens chrétiens qui enlèvent dans la liste des accusés du massacre de la rue Axo, qui est effectivement une faute de la commune, mais qui dédouane Gabriel Ranvier. Et on sait par exemple que Gabriel Ranvier a eu des gestes fraternels vis-à-vis de l'archevêque de Paris, qui lui a permis de joindre ses proches, etc. Et puis en même temps, puisqu'on est dans les services publics, l'éducation, nous venons de recevoir, j'ai remercié Gilles Candard, qui a fait une remise de texte pour le bureau du comité Berry, que j'ai remis la dernière fois au bureau, et qui nous a envoyé le premier bouquin en livre de poche, Édouard Vaillant, L'invention de la gauche, ce qui prouve bien aussi que l'actualité des thèmes de la commune. Édouard Vaillant, c'était un bouquin qui est paru en 2018, mais qui, là, a le mérite d'être en livre de poche. Ça veut dire une diffusion beaucoup plus large, 9,90 €, c'est pratiquement un cadeau quand on sait le prix actuellement des bouquins. Donc, monsieur notre vice-président est cité dans cet ouvrage. Il fait partie des remerciements, Jean-Louis Robert, les amis de la commune, les archives du département du Cher et la médiathèque Paul-Éluard de Vierzon. Voilà. Donc c'est important que, en ce moment, on continue à donner des choses sur la commune de Paris. Alors, qui a déjà écouté ce qu'on a dit, soit à Vierzon, soit à Bourges, sur les services publics? Toi? Ouais, bien sûr. Bon, alors, je vais essayer quand même. Ceci dit, Jean-Pierre Torier, je l'ai dit au bureau, a demandé, parce que je filme tout. J'ai fait une conférence à Vierzon, c'est écoutable, c'est sur YouTube, il y a 2 heures, wow. Donc c'est très détaillé, il y a à peu près tout ce qu'on peut dire, donc c'est... Oui, donc voilà, donc si on va écourter aujourd'hui du fait des circonstances notre intervention, donc je vais rappeler donc ce qui s'est passé au niveau des services publics. Alors rappelons que la situation n'était pas facile, puisque
Sous l'Empire, c'était pas du tout la même vision de la vie et des services publics. Sous le gouvernement de défense nationale, il y a eu un progrès, mais le fait que Thiers aille à Versailles, les francs-fileurs, aille à Versailles avec de nombreux membres des administrations, a complètement défavorisé la mise en place du service public de la commune. Alors, on peut parler aussi de certains termes qu'on voit maintenant, nous, au présent, comme perspective d'autogestion. Hein. Il y a certains services publics qu'on a pu entrevoir au niveau du service de l'autogestion. Le mot étatisation n'était pas du tout conçu par les membres de la commune, hein. Nationalisation, étatisation, et même le mot municipalisation n'est pas forcément bien défini, alors que c'est la commune de Paris et qu'elle voulait donner aussi le pouvoir à une fédération de communes. Donc, pour dire, puisqu'il y a l'intervention de Jean-Marie, je vais reparler à ce moment-là du rôle de Ranvier surtout au sein du comité de salut public. Vous savez que Ranvier a été élu pendant toute la commune aux 2 élections au comité de salut public face à certains minoritaires, mais à chaque fois, et notamment la 2e fois, il a été le mieux élu du comité de salut public. Alors, bien sûr, il faisait partie de la commission de la défense nationale, donc de ce côté-là, il est intervenu, notamment dans le domaine de l'artillerie, mais vous savez que la commune a décidé de ne pas faire d'armée. Hein, c'était la garde nationale qui était à l'origine de ça, et c'est la garde nationale qui a appuyé certaines revendications de la commune, mais le terme même d'armée n'a pas pris forme sous la commune. Mais en tant que responsable du comité de salut public, il a signé tous les décrets du comité de salut public, et notamment concernant la vie des Parisiens, la circulation des marchandises, s'intéressant aussi au service des employés de chemin de fer, s'intéressant au loyer, hein, parce que ça a été une chose très importante, vu la misère qu'il y avait déjà sous la commune, et que la commune n'a pas résolu la misère en 72 jours. Gabriel Ranvier s'est intéressé aux effets du commerce. Il s'est intéressé sur la réquisition des chevaux. Hein, rappelons que c'était un moyen de locomotion primordial. Une chose rigolote, l'établissement d'une carte d'identité pour lutter contre les agents versaillais qui circulaient dans Paris intramuros. Et c'est lui qui a eu l'idée de dire
voyons de qui on a affaire, et ça serait bien que chacun ait une carte d'identité. Donc on voit bien qu'il y a à la fois des fêtes de société, mais aussi des fêtes d'individualisation des communards. Il s'est élevé contre les trafics, tous les trafics, et notamment tout ce qui est au niveau des subsistances, et on peut dire que au niveau des subsistances, la commune a continué de nourrir plus d'1 million d'habitants, alors que sous l'hiver 1870, il y a eu des problèmes de famine, des problèmes de trafic au niveau des aliments, etc. Donc Grangier s'est élevé contre ces trafics. Et donc il est populaire auprès des élus de la majorité, et le 16 mai, on sent que déjà il y a un problème au niveau, on est presque à la fin de la commune, puisque le 21 mai, les Versaillais entrent dans Paris. Il fait appel à tous les travailleurs, terrassiers, charpentiers, maçons, mécaniciens, et même ceux qui sont âgés de plus de 40 ans, pour une paie de 3 francs 75 par jour, pour continuer à œuvrer pour la commune. Alors, je pense que Jean-Marie, tu vas continuer ce que je vais dire, mais comme on est pris par le temps, je vais vous dire la conclusion du petit livret, hein, par exemple sur les subsistances, la gestion rigoureuse des stocks de vivres entreposés dans les magasins généraux situés aux abords des gares, la lutte contre la spéculation par la taxation et le contrôle des halles, des marchés, des abattoirs, le fameux abattoir de la Villette, permettent d'assurer presque normalement le ravitaillement des Parisiens sous la direction de la commission des subsistances animée par Parisel et fait Auguste Viard. Auguste Viard qui a été félicité, je dirais, par tous les historiens pour son rôle, pour ne pas avoir fait crever de faim les Parisiens. Les boutiques continuent leur activité, les mairies d'arrondissement délivrent aux gardes nationaux et aux indigents des rations de vivres, du bois, du charbon, des bons de pain ou de repas. Elles organisent l'assistance par les cantines et les fourneaux économiques, sorte de restaurants gratuits. Le blocus décrété par Thiers le 25 avril 1871 pour tenter d'affamer la capitale est ainsi mise en échec. La commune poursuit activement la réorganisation des services publics, notamment en assurant le recrutement du remplacement des fonctionnaires et des employés défaillants, hein, mais il faut parler par exemple que 791 facteurs sont favorables à la commune, alors que 138 sont simplement partis à Versailles, ce qui fait qu'intramuros, la circulation a pu se faire, et puis par exemple, le bureau de poste de Sceaux, qui n'a pas été concerné par le diktat de Thiers de ne pas faire entrer le courrier dans Paris, a permis de continuer à faire circuler, par exemple, les lettres entre Paris et la province. Et donc, de nombreux arrêtés sont publiés au journal officiel de la commune. Elle appelle les postulants à se présenter
munis de justificatifs de leurs compétences et de leur honorabilité pour des postes d'huissier, de notaire, de commissaire-priseur, de juge, de greffier, de fonctionnaire et d'agents de différents services. C'est assez rigolo de voir que c'est des métiers qui ne sont pas chargés socialement d'un aspect positif. Eh bien, la commune a essayé malgré tout que ça se passe bien. Des examens de recrutement ont lieu, des stages de formation sont organisés, une école de télégraphistes est ouverte par le service des postes, l'administration de la commune échappe assez largement au tard de la bureaucratie et du centralisme autoritaire. C'est important parce que vous savez qu'il y a eu d'autres régimes après la commune qui ont donné le pouvoir au peuple, mais qui ont été souvent sous-entendu qu'il y avait de la bureaucratie. Non, pas du tout, de la part des idéaux de la commune. Sous la direction de Jules Andrieux, délégué au service public et chef de l'administration communale de la ville de Paris, les services municipaux des arrondissements de Paris ont fonctionné avec les employés restés sur place, quelques ingénieurs, et ils assurent l'entretien de la voirie, des égouts, des canalisations d'eau et des cimetières. Voilà la vie, actuelle aussi des élus au conseil municipal de Bourgie. On prend ces décisions-là sur la vie, l'entretien de la voirie, etc. etc. Seul l'éclairage de la ville doit subir des restrictions. Les services de lutte contre l'incendie sont organisés. On a beau dire que Paris a été à feu et à sang de la part des communards. Je rappelle que les premières destructions, ça a d'abord été les Prussiens qui ont bombardé Paris, puis ensuite les agents bonapartistes qui voulaient, alors que l'Empire était tombé, qui voulaient montrer que l'Empire c'était bien et que le gouvernement de défense nationale n'était pas bon. Donc les incendies ont été organisés. On a dit au moment de l'incendie de Notre-Dame que la commune avait failli incendier Notre-Dame. C'est une erreur, effectivement, puisque la commune avait installé un hôpital à l'intérieur de Notre-Dame de Paris. Donc tout ce qui est au niveau des incendies, ça a été organisé d'une façon, je dirais, démocratique, avec élection du corps des sapeurs-pompiers. Il y a aussi les poids et mesures qui ont lancé, c'était important aussi de ne pas trafiquer. Eh bien, le service des poids et mesures lance un concours pour le recrutement du matériel. Voilà donc, très vite, parce qu'on doit aller à Bourgie, une vision, je vois que tu ris parce que on n'a pas traité le sujet. Ah non, non. Mais, je veux dire, je l'ai fait, on ne l'a pas traité point par point. Non, mais il fallait pas. J'ai donné des axes oui. de réflexion. C'est pas pour ça, c'est parce qu'effectivement le temps est très resserré en soi. Mais ton exposé, il n'y a rien à y redire. Et je voulais rappeler ce que Ranvier, élu, un des meilleurs élus d'ailleurs. Je souriais parce que maintenant il me reste plus de temps, quoi. Oui, tu me donnes combien? Non, vas-y. Oui, alors juste quelques secondes en marge, parce que je vous le dis, sur tout ça, ça existe, vous pouvez le voir sur Internet. Là, j'ai travaillé, j'ai été complet, on a fait des choses. Il y a juste quelques petites choses qui me sont intervenues à ce sujet-là récemment.
La première, je l'ai découverte, c'est Pierre Croco, c'est Pierre Corbert qui l'a déniché, puisqu'on parle de nourriture. Vous savez, Ferry-Famine, hein, il devait encourager ceux qui mettaient les grains de côté pour spéculer, si bien que Paris était affamé par ce gouvernement de défense nationale. Ferry, c'est Jules Ferry. Hein. Oui, bien sûr. Hein, d'où son premier surnom de Ferry-Famine, avant que, en tant que colonisateur, il ait le surnom de Ferry-Tonquin. Hein, donc, au point de vue républicain, Ferry est critiquable de bien des façons. Et en l'éducation aussi. On le verra avec notre conférence avec Jean-François Duperron en septembre. Mais c'est vrai que la nourriture a été, on parle des rats, du jardin, des animaux du jardin des plantes, Victor Hugo a mangé de l'éléphant, etc., ceux qui pouvaient se permettre. Mais il y a un avocat, ça je l'ai appris récemment, dont j'ai oublié le nom, qui avait lancé une idée qui me fait penser au film Soleil Vert, vous savez. Hein? Et il a dit, mais les vieillards qui meurent, on pourrait s'en servir comme nourriture pour prolonger la résistance. Et Victor Hugo, aussitôt, a fait un quatrain, je ne l'ai pas en tête exactement, mais je vous en donne la substance, en gros, avec son vocabulaire. Il dit « Je lègue à mon pays non mes cendres, mais mon beefsteak ». Et à la fin, ça se termine par « Femme, si vous mangez de moi, vous verrez comme je suis tendre ». C'était donc ça, c'est une anecdote, hein, ça ne va pas au cœur des. Mais la dernière anecdote qui me concerne, c'est que comme c'est l'année des services publics et qu'on sait que je m'intéresse à la commune, ça interpelle beaucoup de monde. Donc j'ai eu beaucoup de discussions et on sait que les gens ne connaissent pas. Et la dernière en date que j'ai eue, c'est hier à mon club d'échecs. Alors je suis considéré comme sérieux par ce joueur de poker qui a 90 ans ou presque, et parce que j'ai réussi à le battre aux échecs. Hein, donc je suis sérieux. Alors il se dit mais comment, parce qu'il sait en même temps, on discute avec le docteur Bray, il sait aussi que je m'intéresse à la commune de Paris. Mais comment quelqu'un de sérieux comme ça peut s'intéresser à quelque chose d'aussi futile que la commune de Paris? Alors je lui ai dit, mais comment t'en es venu là? J'en suis venu là par une analyse régressive. Aux échecs, vous savez, vous voyez une position et vous essayez de deviner quels ont été les coups avant. Alors j'ai dit, mais moi c'est parce que je ne comprenais plus mon actualité républicaine. Je vois par exemple hier, tu as vu qu'on avait voté avec un 44-2 le permis de tuer pour la police. Ah, oui, C'est contraire aux valeurs républicaines qui sont les nôtres, surtout. Je l'évoquerai tout Voilà. à l'heure devant la plaque. Et il n'y a pas que ça, hein, on voit bien que ça dysfonctionne. Alors je me suis dit, mais pour comprendre mon temps, je suis revenu dans le passé. Et j'ai retrouvé des choses bizarres. Hein, comment la Constitution de 58, je ne vais pas rentrer dans le détail, a été faite par des gens qui étaient admirateurs de la fin de la Constitution de Weimar, celle qui a été présidentialisée à outrance. Alors qu'au départ, il avait des aspects très démocratiques. Hein, René Capitan et puis Michel Debré, etc., ont mis la main là-dedans. Et puis après, on revient. Et alors, j'en suis revenu aux origines de la Grande République, hein, celle du 4 septembre. Et évidemment, là, je me suis aperçu que les républicains de l'époque, ils ont été vaincus. C'est-à-dire, la République, pour moi, ça se confond largement avec le service public. C'est-à-dire que c'est non seulement le peuple qui gouverne, qui décide, etc., mais qui fait quelque chose pour le peuple, qu'a le peuple, sinon des services publics. Et à partir de là, on s'aperçoit que ceux qui ont gagné, c'est les monarchistes. Même s'ils ont pris le nom de République, ce sont des monarchistes. Les deux premiers présidents de cette République sont l'un monarchiste orléaniste, septième, et l'autre monarchiste légitimiste, c'est-à-dire fan de Charles X, c'est MacMahon, ouvertement. Donc, il y a quelque chose qui dysfonctionne. D'autre part aussi, parce qu'on ne l'apprend pas à l'école. Si on ne l'apprend pas à l'école, c'est que ça remettrait en cause le pouvoir en place qui se réclame de la République. Donc,
j'ai montré là par des exemples un peu précis, parce que lui, il avait tendance à ne pas vouloir me croire. Donc quand on a des gens comme ça, il faut les convaincre par des faits. Les communards étaient affreux, on me rappelle Monseigneur Darbois qu'ils ont fusillé, enfin, etc. Je lui ai rappelé précisément les circonstances. Et je lui ai dit, au fond, c'est Thiers le responsable. Les autres voulaient l'échanger pour libérer Blanqui. Jusqu'au dernier moment, on a envoyé des émissaires pour dire, il ne faut pas que Darbois meure. Et Thiers l'a sacrifié pour en faire, évidemment, un martyr de sa cause et pouvoir accuser les communards. Mais la disproportion des massacres est écrasante. Une cinquantaine d'un côté, imputable à la commune. Et encore, quand tu as dit c'est pas bien, et Ranvier a été humaniste pour les massacres de la rue Axo, on est au moment où la semaine sanglante a commencé et où ils ne dirigeaient plus rien, les communards, les chefs de la commune. Ils étaient ballottés. La foule se venge à ce moment-là. C'est la foule qui... Voilà. Et le décret des otages, en disant pour une personne de nous que vous tuez, on en tuera 3 de votre camp pour faire peur, n'a jamais été appliqué dans les faits d'une façon régulière. Donc, de l'autre côté, la mathématicienne a bien tranché la question. Il y a au moins, Michel Audin, il y a au moins 25 000 morts des massacres en dehors des guerres civiles et puis des autres combats qu'on a pu faire avant. La disproportion est énorme. Et c'est la République qu'on a tuée à ce moment-là. Et la République, elle surnage d'une façon souterraine. Mais au pouvoir, ce sont les Versaillais qui nous dirigent. Et on ne peut pas enseigner la commune, précisément parce que ça serait remettre en cause tout le roman national sur la République, etc. Et entre-temps, on a bien vu, même en 1880, quand la République, qui n'est plus monarchiste à ce moment-là, s'installe, on voit bien que ce qui est sacrifié, c'est les lois sociales que les républicains attendaient. D'où les révoltes anarchistes des années 90, les attentats, etc. Parce que ça traîne, parce que les ouvriers sont exploités dans les usines avec des conditions de travail qui ne s'améliorent pas sous le régime républicain, parce que l'intérêt est ailleurs, l'intérêt est au profit. Et bon, je ne vais pas refaire une conférence, mais on voit bien que, je ne veux pas non plus, c'est un autre thème, idéaliser les communards. C'est-à-dire qu'ils ont fait des choses remarquables, parce que c'est un exploit. Les autres avaient tout cassé, on se dit là, ils vont être dans la merde, ils vont rien réussir à faire, ils vont s'entretuer, et ils ont fait fonctionner mieux qu'avant. Ouais. Parce qu'avant, il y avait des fonctionnaires d'empire qui étaient corrompus, qui, comme je l'ai montré, captaient l'essentiel des richesses. Ils avaient des beaux appartements, ils avaient des tableaux de maître chez eux, et les services publics ne fonctionnaient pas. La commune a mis fin à cette corruption, et avec bien moins d'argent, ils ont été beaucoup plus efficaces. C'est pour ça que j'ai un peu scandalisé certains quand j'ai dit la commune, son premier geste important, ça a été de diminuer l'argent pour la fonction publique. Évidemment, c'est vrai, ils avaient peu d'argent, mais ils l'ont employé sans fuite, sans corruption. Et ça a été beaucoup plus efficace, il faut quand même rappeler tout ça. Voilà, mais c'était des populaires. Et les populaires, ils n'ont pas d'autres moyens, c'est pas... j'ai expliqué ça aussi, parce qu'on me dit, mais génétiquement, les côtés communards, ils ne sont pas meilleurs que les autres, il n'y a pas un gène du bienfait chez les communards. Mais les communards, ils vivent dans la misère. Et dans la misère, si on n'est pas altruiste avec les autres, le groupe ne survit pas. Donc, ils n'étaient pas meilleurs, il y avait des salopards, il y avait tout ce qu'on veut parmi eux, il y avait des profiteurs. Jules Andrieux rappelle qu'il y a des gens qui ne bossent pas assez pour le bien commun, mais globalement, c'est l'entraide, c'est une solidarité. Quand un des leurs tombe, on l'aide, parce que sinon, il n'y a pas de moyen de survivre. Voilà. Un exemple, tu as dit sur les salaires, à la Poste, le responsable de la Poste, au moment de la Commune,
touchait 71 000 francs par an. Tel qui a réorganisé magnifiquement la Poste touchait 5 400 francs. 71 000 francs contre 5 400 francs. Et le salaire maximum imposé par les communards, c'est 6 000 francs. Et d'ailleurs, Ranvier a rendu, avant de se sauver, a rendu les sous qu'il avait, etc. Il ne les a pas gardés. Oui. Et autre objection aussi qu'on me faisait dans ces discussions comme ça, parce que on me soumet des choses auxquelles on ne pense pas toujours. J'en avais déjà parlé, mais on me dit oui, d'accord, ils ont gouverné. Alors il y a la question de pas longtemps, 72 jours quand même, ils ont survécu, c'est pas mal, ils ont fait des choses, c'est la commune en acte de Marx. Mais on me dit c'est un petit espace, c'est que Paris, c'est une ville. Or on vient de voir les municipales, j'ai l'impression qu'ils ont dirigé Saligny-le-Vif ou Gaugy. Non. Depuis 1850, les historiens qualifient Paris de ville-État, parce que la France est la nation, une des nations les plus prestigieuses au monde à cette époque-là, avec l'Angleterre. L'Allemagne est encore en train de naître. Paris, ville-État, pourquoi? Parce que avec le Second Empire, on a eu des expositions. Paris a été le siège de tout ce qui ensuite se faisait en France. Les révolutions partent de Paris et ensuite s'organisent. Mais rien qu'au point de vue brut de la population, Paris est supérieur à bien des États du temps. On n'oublie pas. C'est la deuxième ville du monde à l'époque, à égalité avec New York. La première, c'est Londres, parce qu'il y a tout un conglomérat qui a passé la révolution industrielle avant, etc., avec beaucoup de misère d'ailleurs, mais qui est plus peuplé. Mais il y a des États, beaucoup, qui sont moins peuplés que Paris. Par exemple, en Europe, le Danemark est moins peuplé, la Norvège est moins peuplée, la Serbie est moins peuplée, et beaucoup dans les Balkans, et la Grèce aussi. La Suisse est comparable. Et si on prend les pays d'Amérique centrale ou du Sud, l'Uruguay, le Paraguay, c'est à la mode avec le foot, c'est moins peuplé que Paris. Donc c'est un État, Paris, à l'époque, où c'est la seule fois de l'histoire où le peuple administre un ensemble comme celui-là. La seule. Depuis, il n'y en a pas eu. Tu as évoqué tout à l'heure qu'il y en aurait d'autres. Non, il n'y a pas d'autre exemple. C'est un gouvernement du peuple, avec des ouvriers comme Frankel, Ranvier, qui sont aux commandes. C'est pour ça que ça a marché, d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'on l'a détruit. Parce qu'on ne pouvait pas tolérer que des gens du peuple puissent se passer des élites pour gouverner. C'est un thème, évidemment, actuel. Donc, c'est ce genre de discussion que j'ai sur la commune, souvent, avec des gens qui ne connaissent pas, mais qui, parce que j'ai d'autres activités, disent oh ben, il n'est pas complètement farfelu quand même. Là, dans ce cas-là, c'est parce que je réussissais à obtenir aux échecs. Donc j'avais une certaine légitimité, mais ne comprenais pas comment quelqu'un de sérieux qui peut jouer aux échecs peut en même temps s'intéresser à cette bizarrerie de la commune de Paris. Je lui ai dit c'est capital. Tu ne peux pas expliquer ce qu'est la politique de ton temps si tu ne connais pas la commune. Bon ben, Pincle censure, je vais te couper la parole. Il faut qu'on soit à 11h. C'est difficile. Hein je dois avoir un coup de fil là, c'est quelqu'un qui doit se demander. Qu'on fait c'est à toi Où est-ce qu'on là est hein? Non, c'est à moi. Ah, c'est à toi. Non, par contre, il faudra me mettre ça dans la voiture. Ah oui, quand même. Quand même. C'était très réussi. Bon. Jean-Marie Et puis, je n'aurai pas de contestation. Je n'aurai pas de contestation des élus de Vosges. à savoir. Bon. Alors, merci d'être à nouveau présent et présente pour les 198 ans de la naissance de Gabriel Ranvier au numéro 6 de cette rue qui continue par là. La canicule s'est malheureusement invitée à notre rendez-vous et a mis en péril cet hommage mémoriel. Notre comité du Berry est touché par ce phénomène car beaucoup de nos adhérents
parmi la cinquantaine qui le composent, sont sensibles dans leur corps à ce phénomène. Mais leur raison est toujours intacte pour honorer Gabriel Ranvier. Mais notre comité du Berry, qui s'attache à reconstituer le mémorial, s'est intéressé aussi à la situation climatique de 1870-1871. Gabriel Ranvier aussi a connu la canicule. Penchons-nous sur un texte de Georges Sand du 15 septembre 1870, paru dans le journal d'un voyageur pendant la guerre. Un été que je n'ai jamais vu, que je ne croyais pas possible dans nos climats tempérés. Des journées où le thermomètre à l'ombre montait à 45 degrés. Plus un brin d'herbe, plus une fleur au 1er juillet. Les arbres jaunis perdant leurs feuilles, la terre fendue s'ouvrant comme pour nous ensevelir, l'effroi du manque d'eau d'un jour à l'autre. Cette canicule qui effrayait Georges Sand est à nouveau d'actualité, mais en ce XXIe siècle, ce dérèglement climatique est pour beaucoup causé par l'activité économique et sociale humaine, ou plus exactement asociale. Notre association nationale a pris pour thème en 2026 les services publics sous la commune. Notre comité a déjà traité ce sujet depuis janvier à Vierzon, à Bourges. Il était normal que le thème soit évoqué au cours de cette journée Ranvier avec comme sous-titre « L'action de la commune, de la naissance à la mort, au gré des 4 éléments de la vie sur Terre, l'air, l'eau, le feu ». Ah, le feu est toujours d'actualité. Et la terre. Rappelons que Gabriel Ranvier, élu de la commune, maire du 20e arrondissement, membre de la commission des subsistances aussi, entre par 2 fois au comité de salut public et il était au cœur du problème et les historiens rappellent qu'il remplit son rôle d'élu du peuple depuis le 28 mars où il proclama la commune la dernière affiche signée fin mai 1871. Je voudrais, par cet hommage à Ranvier, rappeler nos efforts pour évoquer aussi la notion de justice. Dans mes leçons d'éducation civique au siècle dernier, je rappelais que le système français de démocratie sépare le pouvoir politique du système judiciaire. Dès avril 2013, nous étions sensibles à une proposition de résolution à l'Assemblée nationale « Rendre justice aux victimes de la répression de la Commune de Paris 1871 ». Ce fut chose faite pour la résolution de novembre 2017 à l'Assemblée nationale. Cette notion de justice n'a pas quitté notre comité. Les accusations contre Ranvier ont permis de l'acquitter de la responsabilité de l'incendie de l'hôtel de ville, de son rôle dans l'exécution des otages de la rue Haxo. La notion de justice est très présente dans l'activité de cette planète, puisque les décisions du président des États-Unis ont fait réapparaître le mot impérialisme, qui n'était plus de guise après les génocides de la Deuxième Guerre mondiale. En Berry, le mot de justice a été mis à mal par les conclusions de l'affaire Miss Thienot. Une loi est actuellement débattue sur la responsabilité de la notion de légitime défense des policiers. Nous avons tous en mémoire l'attitude de l'armée versaillaise au cours de la semaine sanglante. Il y a 3 ans, les élus et élus belgiciens nous ont reproché d'avoir fait allusion à l'assassinat de Naël Merzouk. L'affaire
n'est toujours pas résolu et refait l'actualité par un spectacle en Avignon. Les jeunes se sont unis pour un projet théâtral, Nemel Todorum, qui fait le rhum certainement, qui fait dire à ce jeune homme sa mémoire et son opinion sur la justice et face à l'extrême droite. Notre attitude de parler de la commune au présent est confortée par un groupe de travail national de notre association qui s'intitule justement La commune au présent, et le comité du Berry en fait partie. Bien sûr, la tâche est de nous préoccuper du mémoriel et de nos actions passées sur Gabriel Ranvier pour éliminer de nombreuses erreurs, son lieu de naissance, on a parlé de bougies dans le Calvados, ses portraits, sa famille, ses actions, mais aussi de nous engager dans des positions sur l'actualité. Nous venons d'apprendre qu'après une édition 2026 placée sous le signe de la liberté, le Printemps des poètes, créé en 1999, prépare son prochain rendez-vous du 8 au 31 mars 2027 autour du thème « La poésie, zone d'action ». Cette façon de rappeler que la poésie n'est pas seulement affaire de forme, de sensibilité et de patrimoine, mais aussi de paroles engagées, de vision du monde et de présence active dans la cité. Alors, amis, nous continuerons à être actifs dans la cité pour la mémoire de Gabriel Ranvier et l'actualité de la commune. Bravo, Michel. Voilà, j'aurais préféré le dire devant des élus, mais bon, voilà. Donc, on peut voir quand même peut-être le bouquet. Hein, Régression énorme. Ah oui. Qui est-ce qui a décidé l'appellation homme politique? Eh bien, c'est parce qu'on ne peut pas mettre le nom. Que je passe devant votre plaque, merci du courage que vous avez eu de mettre une plaque pour Gabriel Ranvier. A dit ça fait chier les bourgeois. Et pourtant c'est une catholique. Hein. Oui, alors, donc voilà la réponse. Homme politique, c'est ce qu'on met